Tout le monde l'a vu, Poutine s'est fait prendre. Le Kremlin ne peut plus cacher les étrangetés du dictateur. Le chef du bunker s'est encore couvert de honte en direct. La toile a explosé. Le Kremlin est en panique. Poutine ne peut plus cacher ce qui lui arrive. Le Kremlin en a trop montré. Un seul épisode a détruit la légende du dictateur. Le mythe s'est effondré. Des sosies, des échecs et des maladies. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière le masque du leader invincible? La vérité sur Poutine éclate. Détails dans un instant. Bienvenue sur Ukraine aujourd'hui avec Victoria Perepelitsa pour l'actualité. Les apparitions publiques du président russe Vladimir Poutine suscitent des débats depuis longtemps, mais les dernières images ont encore attisé les discussions. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont remarqué un nouvel épisode ambigu qui s'est instantanément répandu sur Internet. Lors de l'un des événements officiels, Poutine tenait des documents devant lui à la verticale. Cependant, le texte sur les feuilles était imprimé à l'horizontale. La Russie, néanmoins, comme cela a déjà été dit à plusieurs reprises, est prête à des négociations de paix avec l'Ukraine, prête sur la base des accords qui avaient été atteints à Istanbul et, je le rappelle, avaient été paraphés. Bien sûr, on pourrait supposer que le texte a été imprimé au verso des brouillons et qu'en Russie, il commence déjà à y avoir des pénuries non seulement d'essence, mais aussi de papier. Cependant, une nouvelle étrangeté a rapidement été découverte. Le verso des feuilles s'est avéré absolument vierge. Récemment, le malade Poutine s'est retrouvé accidentellement en direct à la télévision. Le chef du Kremlin a voulu encourager ses militaires avec un grand « hurrah », mais même après plusieurs tentatives, il n'a pas réussi à le crier correctement 3 fois. 3 fois hurrah. 3. C'est super. Ouais. L'Ukraine a réagi instantanément à cette gêne du dictateur. Moscou aurait préféré ne pas entendre cela. Volodymyr Zelensky a sévèrement critiqué Poutine. Poutine n'arrive même plus à prononcer correctement le mot « hurrah ». Il marmonne, mais continue pourtant de frapper des immeubles résidentiels avec ses missiles. La tendance de Poutine à tousser est bien connue depuis longtemps, mais lors de l'enregistrement de son message pour le 8 mars cette année, il s'est surpassé. En 30 secondes, il a toussé plus de 10 fois. L'enregistrement brut a fuité sur Internet la veille au soir de la fête. Bonne journée internationale des femmes. Oui, vous savez, laissez-moi vous le redire encore une fois parce que j'ai été interrompu. Alors, allons-y. J'ai failli m'étouffer en toussant. Plus tard, la vidéo a été supprimée de toutes les plateformes, y compris des médias qui avaient eu le temps de publier la version initiale, mais il était déjà trop tard. Il est difficile de mentir, même pour Poutine. Au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, dont l'ouverture a été visitée par des drones ukrainiens, le chef du bunker s'est arrêté au milieu d'une phrase en parlant de la situation sur le front et il est resté silencieux, anxieux, pendant environ 9 secondes. Et si vous parlez maintenant du conflit en Ukraine, ce qui nous intéresse, c'est la situation réelle sur ce front. À quoi ressemble cette situation? Elle se présente comme suit. Tout d'abord, l'entourage de Poutine agit aussi étrangement. S'adressant à lui, Patrouchev a dit Pavel Ivanovitch au lieu du formel Vladimir Vladimirovitch. Vidéo publiée par le Kremlin, mais la transcription officielle rectifie le prénom et le patronyme. Comment se passe la campagne de semis chez nous? Pavel Ivanovitch, merci beaucoup. La question principale? Oui, j'ai préparé une présentation là-bas. Ou peut-être que ce n'était pas du tout Poutine. Et Patrouchev s'adressait à une personne qui ressemblait beaucoup à l'homme du bunker. L'histoire des sosies de Poutine a de nouveau éclaté avec une nouvelle force. Désormais, même le système de sécurité russe semble s'être embrouillé dans ses propres versions du dictateur. L'ancien chef du MI6, Richard Dearlove, a ouvertement déclaré qu'au Kremlin, il semble tellement préoccupé par la sécurité du dictateur que le vrai Poutine est déjà devenu presque un mythe. Kiev a à plusieurs reprises démontré sa capacité à frapper en profondeur sur le territoire russe, ce qui alimente l'inquiétude du Kremlin quant à la vulnérabilité de Poutine, en particulier en plein air ou dans un environnement faiblement contrôlé. Personne ne sait exactement combien de versions de Poutine existent réellement, mais de plus en plus souvent, on suppose qu'il ne s'agit plus d'un seul sosie. Les services spéciaux ukrainiens ont à plusieurs reprises déclaré qu'il existait probablement au moins 3 sosies de Poutine. Selon les services de renseignement, des personnes ayant une morphologie, une manière de se comporter, une démarche, des mimiques et des traits du visage similaires auraient pu être spécialement préparées à cet effet.
Le « oura » indistinct et d'autres difficultés de diction de Poutine pourraient s'expliquer par des problèmes objectifs au niveau de l'appareil masticatoire, a supposé la dentiste israélienne Tatiana Kogan. Alors, la grande question de la semaine, Poutine comprend-il ce qui se passe ou vit-il uniquement de ce qu'on lui apporte dans des dossiers? Je suis dentiste et j'ai une réponse professionnelle. Il comprend. Il comprend même très bien. Il est nerveux, il a peur et il grince des dents la nuit. Ma principale preuve, c'est la parole. En seulement quelques mois, la tension, la panique et la paranoïa peuvent détruire l'addiction. J'ai regardé attentivement les vidéos et les photos. Le visage est devenu plus large, les muscles masticateurs ont grossi, un volume supplémentaire est apparu au niveau des angles de la mâchoire inférieure. Mais à l'intérieur, le volume diminue. La langue manque tout simplement de place et cela s'entend. Il est possible que d'autres problèmes de santé aient également influencé le comportement de Poutine. En mai, après le défilé à Moscou, de nombreux commentateurs et analystes ont remarqué son apparence. Les médias ukrainiens plaisantaient en disant que les sanctions avaient même atteint son botox et le Daily Mail a écrit que son visage semblait bouffi et visiblement vieilli. Que se passe-t-il avec Poutine? Le Kremlin essaie depuis des années de dissiper les rumeurs sur les graves maladies du dictateur, mais chacune de ces nouvelles apparitions ne fait qu'attiser les soupçons. Des milliards dépensés pour des médecins spécialisés dans le rajeunissement et des procédures secrètes n'y changent rien. Après les frappes de l'Ukraine et la crise qui s'aggrave rapidement en Russie, le chef du Kremlin a l'air de plus en plus mal en point. La liste de ses diagnostics est plus longue que celle de ses alliés. Poutine a de gros problèmes. Psychopathie, narcissisme et signes d'autisme. Les médecins supposent également que la cause première des changements psychiques du dictateur russe pourrait être la syphilis. Des scientifiques et des médecins renommés du monde entier posent à Poutine divers diagnostics. Le cancer est l'un des diagnostics les plus courants attribués à Poutine. Il a également été affirmé que Poutine pourrait souffrir du syndrome d'Asperger, un trouble du spectre autistique qui influence toutes ses décisions. En 2022, le neurobiologiste américain James Fallon a exprimé sa conviction que Poutine est un psychopathe typique. Dans l'ensemble, le cancer est l'un des diagnostics les plus courants attribués à Poutine. L'ancien chef de la direction principale du renseignement du ministère de la Défense ukrainien, aujourd'hui chef du bureau du président, Kirilo Boudanov, a également déclaré à plusieurs reprises que Poutine souffrait d'une maladie oncologique. Déjà en 2021, il y a eu une déclaration, il me semble que c'était la mienne, selon laquelle Poutine était gravement malade d'un cancer. 2 ans se sont écoulés depuis, et maintenant tout le monde commence à dire qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas chez lui. Le temps dira qui avait raison. On soupçonne également Poutine de psychopathie et de narcissisme. Une étude d'un centre d'analyse du Pentagone affirmait que Poutine pourrait être atteint du syndrome d'Asperger, un trouble du spectre autistique qui influence toutes ses décisions. Le rapport souligne qu'il est impossible de confirmer ce diagnostic sans un scanner cérébral. Le neurobiologiste américain, professeur au département de psychiatrie du comportement humain de l'Université de Californie, James Fallon, a exprimé en 2022 sa conviction que Poutine est un psychopathe typique qui perd le contrôle de lui-même. On peut discerner dans le comportement de Poutine des signes d'un grave trouble mental. Il est inutile de spéculer sur ce qui a précisément conduit à cela. Cela peut être n'importe quoi, de la syphilis tertiaire ou une tumeur à des maladies neurodégénératives. Mais, à en juger par le fait que Poutine est passé d'un narcissisme pompeux à la paranoïa, à un comportement ouvertement hostile, compulsif et déséquilibré, il est probable que des processus dégénératifs se produisent déjà dans son cerveau, par exemple dans la partie inférieure du cortex préfrontal et dans la partie antérieure du lobe temporal. Poutine a perdu l'essentiel, l'image d'un leader invincible. Et maintenant, cela se voit non seulement à Kiev ou à Bruxelles, mais même parmi ceux qui, il n'y a pas si longtemps, étaient fascinés par le Kremlin. Zelensky a fait une série de déclarations retentissantes sur la faiblesse du maître du Kremlin, ses peurs et le piège dans lequel il s'est lui-même enfermé. Pendant ce temps, l'Occident prépare de nouveaux milliards d'aides et aux États-Unis, de plus en plus de personnes influentes commencent à ouvertement prendre conscience du véritable rôle de la Russie. Pourquoi Poutine a-t-il peur même de sa propre armée, qui se détourne du Kremlin? Et quels signaux inquiétants parviennent à Moscou sur plusieurs fronts à la fois? La suite, dans le reportage, Poutine perd rapidement de son pouvoir et cela se remarque déjà même chez ses alliés. Ce qui semblait impossible il y a encore quelques années est aujourd'hui de plus en plus évoqué au plus haut niveau.
Le maître du Kremlin s'affaiblit non seulement sur le front où l'armée russe paie un prix énorme pour chaque kilomètre, mais aussi politiquement, où sa capacité à dicter sa volonté au monde fond littéralement sous nos yeux. Même la stratégie d'intimidation de longue date ne produit plus le même effet qu'auparavant. Volodymyr Zelensky a déclaré ouvertement que Poutine s'affaiblit politiquement, militairement et physiquement. Et cela est particulièrement symbolique, car tout le système poutinien s'est construit pendant des décennies sur l'image d'un leader tout-puissant, censé tout contrôler. Mais aujourd'hui, la réalité est tout autre. La Russie s'est embourbée dans une guerre d'usure, son économie est contrainte de fonctionner en mode survie permanent sous les sanctions et de plus en plus de ressources sont consacrées non pas au développement du pays, mais à tenter de maintenir la structure vacillante du régime. La réaction de l'Occident est encore plus révélatrice. Alors qu'auparavant, le Kremlin comptait épuiser les alliés de l'Ukraine et les pousser à réduire leur soutien, c'est aujourd'hui l'inverse qui se produit. Après une nouvelle réunion de Ramstein, l'Ukraine a obtenu la confirmation d'un financement massif pour des missiles Patriot d'un montant de plus d'1 milliard de dollars, tandis que l'Europe prépare de nouvelles vagues de sanctions. Il en résulte une situation assez ironique. Plus Poutine tente d'afficher sa puissance, plus de pays s'unissent contre lui. Ce qui est particulièrement douloureux pour le Kremlin, c'est que de moins en moins de gens croient à ses récits sur ses intentions pacifiques. Le monde ne voit pas un stratège confiant qui contrôle la situation, mais un homme politique piégé par ses propres décisions. La guerre, qui était censée apporter une victoire rapide et un nouveau statut de superpuissance, s'est transformée en un fardeau sans fin, épuisant les ressources, la réputation et l'avenir de la Russie. Et c'est là que réside le principal paradoxe. Plus Poutine devient faible, plus il tente désespérément de prouver le contraire. Mais l'histoire connaît de nombreux exemples où les déclarations les plus retentissantes sur la puissance étaient à prononcer précisément au moment où les constructions impériales commençaient déjà à se fissurer. Et aujourd'hui, de plus en plus de signes indiquent que le régime du Kremlin entre justement dans une telle période. Ce n'est pas une période de triomphe, mais une période d'épuisement, de nervosité et de perte de contrôle sur des événements qui, il n'y a pas si longtemps, lui semblaient totalement maîtrisés. Poutine n'a pas peur de l'OTAN, ni des sanctions, ni même des négociations. Il a peur de sa propre armée. La déclaration de Volodymyr Zelensky a sonné comme un verdict pour toute la propagande du Kremlin sur un leader sûr de lui qui contrôlerait soi-disant la situation. En réalité, si l'on en croit les paroles du président ukrainien, le maître du Kremlin s'est retrouvé piégé dans une guerre qu'il a lui-même déclenchée. En effet, la fin des hostilités pourrait ne pas lui apporter de soulagement, mais de nouveaux problèmes. Poutine ne veut pas s'arrêter et tous ses discours sur sa volonté de paix ne sont que mensonges. Et plus la guerre dure, plus cette réalité devient évidente. Pendant des années, le Kremlin a tenté de convaincre le monde qu'il était prêt au dialogue, mais à chaque fois, de belles paroles étaient suivies de nouvelles frappes, d'ultimatums et d'exigences. Il semble que la paix soit plus dangereuse pour Poutine que la guerre, car la paix implique la nécessité de répondre à des questions gênantes sur le coût de cette aventure. Sans aucun doute, Poutine craint le retour de son armée à la maison. C'est pourquoi il redoute tant la fin de la guerre sans négociation. Et cela ressemble à un véritable cauchemar pour tout régime autoritaire. Des centaines de milliers de personnes sont passées par le front, ont vu la réalité de la guerre et reviendront dans un pays où le triomphe promis n'a jamais eu lieu. Pour le Kremlin, il ne s'agit pas simplement d'une démobilisation, mais d'une explosion potentielle de mécontentement social qu'il sera impossible de dissimuler derrière des émissions télévisées ou des discours retentissants. L'homme qui, pendant des décennies, s'est construit l'image d'un dirigeant intrépide et tout-puissant ressemble aujourd'hui de plus en plus à un chef qui craint les conséquences de ses propres décisions, qui a peur de mettre fin à la guerre, qui redoute le retour des militaires, qui craint de perdre le contrôle de la situation. Dans ce contexte, Zelensky a de nouveau souligné que l'Ukraine est prête à négocier, mais que l'Europe doit agir avec plus de fermeté, renforcer les sanctions, confisquer les avoirs russes et accroître son soutien à Kiev. Car sans véritable garantie de sécurité, le Kremlin pourrait tenter de revenir à ses plans impérialistes. Et tandis que Poutine rêve de restaurer une influence comparable à celle de l'Union soviétique, la réalité est tout autre. L'Ukraine est déjà devenue l'une des armées les plus puissantes de l'espace euro-atlantique, tandis que le dirigeant du Kremlin apparaît de plus en plus non pas comme l'architecte d'un nouvel ordre, mais comme l'otage de sa propre guerre. Même aux États-Unis, on se détourne de Poutine. Ce que le Kremlin redoutait le plus, c'est produit. Les gens ont commencé à voir la réalité de leurs propres yeux. L'une des figures les plus influentes du monde MAGA, Laura Loomer, a soudainement avoué qu'elle avait été sous l'influence de la propagande russe pendant des années. Cette blogueuse qui a un accès direct à Trump et qui influence des millions d'électeurs conservateurs a en fait déclaré « Le Kremlin manipulait la droite américaine, les poussant à voir la Russie à travers des lunettes roses ».
Sa révélation est particulièrement douloureuse pour Moscou, car il ne s'agit pas d'un simple commentateur des réseaux sociaux, mais d'une personne issue du cercle politique le plus proche de Trump. Loomer a ouvertement admis qu'elle répétait depuis longtemps des thèses anti-ukrainiennes, sans se rendre compte à quel point la machine de propagande russe influençait sa perception. Et maintenant, elle parle des frappes de missiles russes sur des cibles civiles et des mensonges entourant la mythique dénazification. L'ironie, c'est que le Kremlin a lui-même contribué à accélérer cette prise de conscience. Lorsque certains conservateurs américains ont commencé à admirer ouvertement la Russie et à participer au forum de Poutine, les masques ont commencé à tomber. Dans le même temps, le rédacteur du podcast s'est rendu en Ukraine lors des attaques massives, a vu de ses propres yeux les conséquences des bombardements, a parlé avec les gens et est revenu aux États-Unis avec une compréhension totalement différente de ce qui se passe réellement. Pour le Kremlin, c'est un signal particulièrement désagréable, car pendant des années, la propagande russe a tenté de convaincre les Américains que l'Ukraine était un problème et que la Russie était un allié. Désormais, même dans le milieu MAGA, on commence de plus en plus souvent à poser une question gênante. Si la Russie est si traditionnelle et chrétienne, pourquoi lance-t-elle des missiles chaque nuit sur des immeubles résidentiels et tente-t-elle d'effacer tout un pays de la carte ? Le fait que l'une des figures les plus influentes ait soudainement commencé à détruire les mythes russes devant une audience de plusieurs millions de personnes est assez symbolique, surtout en ce moment où l'Europe renforce son soutien à l'Ukraine, où la puissance militaire augmente et où la pression des sanctions ne fait que croître. Il semble que le cercle des personnes prêtes à croire inconditionnellement au compte du Kremlin devienne de plus en plus restreint. Et c'est encore une très mauvaise nouvelle pour Poutine, qui ces derniers temps perd ses alliés bien plus vite qu'il n'en trouve de nouveaux. Quelque chose d'étonnant est en train de se produire au Kremlin. Un à un, les personnes du cercle rapproché de Poutine se retrouvent au centre de scandales. Les élites sont nerveuses, le système craque de toutes parts. Des rumeurs de démissions retentissantes, de disparitions étranges, d'échecs informationnels inattendus et de plus en plus de signes de chaos interne. Que se passe-t-il réellement derrière les portes closes des bureaux du Kremlin et pourquoi, à Moscou, parle-t-on de plus en plus de problèmes qu'il n'est plus possible de cacher ? Tous les détails dans notre reportage. Dans les couloirs du Kremlin, on sent à nouveau la panique autour des nominations. Depuis plusieurs semaines déjà, les chaînes Telegram russes se délectent de rumeurs selon lesquelles Dmitri Peskov pourrait ne pas revenir de ses vacances à son poste de principale voix du Kremlin. On raconte que le porte-parole de Poutine, en poste depuis de nombreuses années, pourrait être envoyé loin des intrigues moscovites, en exil diplomatique sous le joli prétexte d'un poste d'ambassadeur. Et tandis que Peskov lui-même garde le silence, l'espace médiatique russe a explosé avec une nouvelle version. Il semblerait que Dmitri Kiselev soit envisagé pour le remplacer, un homme qui, depuis des années, a transformé les ondes télévisées en une usine de propagande et de prédictions apocalyptiques à l'égard de l'Occident. Il semble que le Kremlin ait décidé que, puisque la réalité devient de plus en plus difficile à expliquer, il faut un spécialiste, notamment doté d'une imagination particulièrement puissante. Certains plaisantent déjà en disant que ces remaniements pourraient être liés au fait que, ces derniers temps, Peskov apparaît trop souvent à divers événements mondains et à des soirées étonnamment éloignées du travail d'État. Ou peut-être que la raison est bien plus simple. Au Kremlin, on cherche traditionnellement des coupables pour les échecs, et quand il n'y a pas de bonnes nouvelles, il faut au moins changer ceux qui les annoncent. En réalité, tout cela reste pour l'instant au niveau des rumeurs et des indiscrétions. Cependant, lorsque même le principal porte-parole du Kremlin se retrouve soudainement au centre de ragots sur des remaniements, cela peut indiquer que la nervosité continue de croître dans les cercles du pouvoir russe. Le centre d'un autre conflit s'est avéré être la principale gardienne des finances russes, Elvira Nabiullina. Après une mystérieuse disparition de 2 semaines de l'espace public, elle est enfin apparue lors d'un briefing. Mais au lieu de raconter des histoires rassurantes sur la stabilité, elle a apporté à Poutine une nouvelle série de mauvaises nouvelles. La présidente de la Banque centrale a en fait reconnu que les frappes ukrainiennes contre les raffineries de pétrole russes pourraient déclencher une nouvelle vague d'inflation et porter un coup douloureux à l'économie du pays. Il semble que Nabiullina dise de plus en plus souvent ce que le Kremlin préférerait ne pas entendre. Tandis que la propagande annonce des miracles économiques et une résistance aux sanctions, la présidente de la Banque centrale rappelle obstinément les risques, les pénuries et les problèmes budgétaires. La situation du rouble peut provoquer une irritation particulière. La monnaie russe s'est soudainement renforcée, mais au lieu d'un triomphe, cela s'est transformé en casse-tête pour le pouvoir. Les exportateurs perdent des bénéfices, le budget ne reçoit pas des milliards, et les économistes avertissent déjà d'un trou de plusieurs milliers de milliards dans les finances publiques. Dans ce contexte, les cercles d'élite russes discutent de plus en plus activement de l'avenir même de Nabiullina.
Ses pouvoirs prennent fin en 2027 et les rumeurs concernant la recherche d'un successeur ont depuis longtemps dépassé les cercles restreints. Plusieurs noms sont évoqués, mais la question principale est différente. La présidente de la Banque centrale n'est-elle pas devenue trop gênante pour le Kremlin ? Et si auparavant Nabiullina était considérée comme l'une des gestionnaires les plus efficaces du système poutinien, aujourd'hui sa position ressemble de plus en plus à un piège classique du Kremlin, où l'économie piétine, l'argent se fait rare et la guerre exige toujours plus de ressources. Tôt ou tard, il faudra bien trouver un responsable. Et il est tout à fait possible que ce rôle de coupable soit déjà en train d'être préparé précisément pour la présidente de la Banque centrale russe. Les mauvaises surprises pour la Russie ne s'arrêtent pas là. Le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, a reçu un cadeau d'anniversaire pour le moins inhabituel. Alors que le fonctionnaire recevait probablement de nouvelles félicitations de la part de ses collègues du Kremlin, son canal Telegram s'est soudainement transformé en une plateforme pour des déclarations politiques totalement inattendues. Dans le fil, des publications en soutien à l'Ukraine ont commencé à apparaître les unes après les autres, ainsi que des messages ouvertement moqueurs à l'égard des autorités russes et des partisans de la guerre. On peut dire que c'était les publications les plus sincères jamais parues sur la chaîne officielle du maire de Moscou. Après une vague de réactions, tous les messages ont rapidement disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais comme on le sait, Internet n'oublie rien et les captures d'écran se sont répandues sur le réseau plus vite que les fonctionnaires moscovites n'ont eu le temps d'inventer une explication à ce qui s'était passé. Il est particulièrement symbolique que l'incident se soit produit précisément le jour de l'anniversaire de Sobyanin. Au lieu de cartes de vœux festives et de félicitations pompeuses, le maire a reçu un véritable feu d'artifice médiatique. Et si c'était vraiment un piratage, alors les auteurs inconnus ont décidé de lui offrir une fête dans le style de la réalité russe contemporaine, avec panique, chaos et absence totale de contrôle sur la situation. Le Kremlin parle depuis des années d'un contrôle total sur l'espace informationnel, mais parfois il suffit de quelques minutes pour que la chaîne officielle de l'un des fonctionnaires les plus influents du pays se transforme en une source de nouvelles qui font bondir les propagandistes russes. Il semble que le principal problème du Kremlin aujourd'hui ne soit plus les sanctions ni même les frappes ukrainiennes. L'ennemi le plus dangereux pour le système poutinien devient le chaos intérieur, qu'il devient de plus en plus difficile de dissimuler derrière la propagande, les déclarations retentissantes et les émissions télévisées sur la stabilité. Et plus il y a de fissures qui apparaissent sur la façade de ce système, plus la question se pose avec insistance. La Russie est-elle vraiment aussi paisible qu'on le raconte à la télévision ? Une véritable panique commence à Moscou. La capitale de la Fédération de Russie est en train d'être rapidement équipée de systèmes de défense anti-aérienne, comme si le front se trouvait déjà aux abords de la ville. Ce qui, il n'y a pas si longtemps, était considéré comme totalement sûr, a soudain besoin d'une protection renforcée. Mais plus le pouvoir tente de cacher les problèmes, plus ils deviennent évidents. Qu'est-ce qui a tant effrayé le Kremlin et pourquoi Moscou s'est-elle soudainement mise à se préparer au pire scénario ? Regardez le reportage. La guerre que le Kremlin prévoyait de mener loin de ses propres frontières frappe de plus en plus souvent directement à la porte de la capitale russe. Après une série de frappes contre la raffinerie de pétrole de Moscou, les militaires russes ont déployé autour du site une véritable forêt de systèmes de défense anti-aérienne. Sur les points les plus élevés autour de l'usine, des pantsirs sont apparus les uns après les autres, comme s'il ne s'agissait pas d'un site à l'arrière, au centre du pays, mais d'une zone proche du front. Il est particulièrement révélateur que, pour protéger la raffinerie de Moscou, les Russes aient dû transférer en urgence des systèmes anti-aériens depuis d'autres directions. Et c'est ici que cela devient le plus intéressant, car chaque nouveau pantsir installé pour protéger les réservoirs de pétrole de la capitale cesse automatiquement de couvrir un autre site militaire, un dépôt, un aérodrome ou une entreprise industrielle. On se retrouve donc face à un dilemme russe classique. Si l'on bouche les trous autour de Moscou, ailleurs ils deviennent encore plus grands. Qu'est-ce que cela signifie ? Premièrement, comme nous le voyons, la défense anti-aérienne n'aide pas Moscou. Et deuxièmement, d'autres sites stratégiques, y compris les raffineries de pétrole et les ports, resteront à découvert, sans protection ni couverture. Dans l'ensemble, la situation devient de plus en plus inquiétante pour le Kremlin. Ce qui, il n'y a pas si longtemps, était présenté comme un symbole de sécurité absolue et de contrôle, se transforme peu à peu en une forteresse assiégée. Les autorités russes continuent de parler d'attaques repoussées avec succès, mais en même temps, elles déploient déjà des systèmes de défense anti-aérienne en plusieurs couches autour des sites stratégiques. Et lorsque la capitale du plus grand pays du monde commence à protéger fébrilement sa propre raffinerie de pétrole, cela ne témoigne pas d'une confiance en ses forces, mais d'une peur croissante que la prochaine frappe puisse être encore plus douloureuse. Tandis que de nouvelles batteries de défense anti-aérienne sont déployées à la hâte près des sites stratégiques, les responsables choisissent de plus en plus souvent une autre tactique pour protéger la population.
Ils préfèrent tout simplement ne pas informer les gens du danger. La logique est simple et d'une certaine manière ingénieuse. Si l'on n'active pas la sirène, peut-être que le problème disparaîtra de lui-même. La situation a été particulièrement révélatrice lors de l'une des attaques de drones les plus massives contre Moscou et sa région. De nombreux habitants ont raconté qu'ils s'étaient réveillés non pas à cause d'une alerte ou d'une notification de menace, mais à cause des explosions sous leurs fenêtres. Les sirènes sont restées silencieuses, aucun SMS d'alerte n'a été envoyé, alors que les autorités avaient auparavant dépensé des centaines de millions de roubles pour le système d'alerte. On a l'impression que le principal objectif de ce système n'est pas d'avertir du danger, mais de pouvoir présenter de beaux rapports sur son existence dans les documents budgétaires. À Moscou, il n'y a pas eu d'alerte aérienne, aucun avertissement d'attaque n'a été reçu par SMS, ont raconté les habitants du sud de la capitale. Nous avons été réveillés par des explosions et des sirènes. Par précaution, nous avons emmené les enfants dans la salle de bain, loin des fenêtres. Ils étaient effrayés, ils pleuraient. Raconte une moscovite qui habite à environ 3 km de la raffinerie attaquée. Dans le même temps, en 2023-2024, les autorités de la capitale ont dépensé 171 millions de roubles pour le système d'alerte de la population en cas de situation d'urgence. Lors des précédentes attaques aériennes, il n'a pas non plus été activé. L'explication des responsables russes est encore plus intéressante. Dans différentes régions, le refus de déclencher les alertes est justifié de différentes manières. Dans certaines régions, on craint la panique, ailleurs on évoque l'habituation de la population, et dans d'autres, on a carrément décidé que les drones ne constituaient pas une raison suffisamment sérieuse pour la défense civile. Il en résulte une situation paradoxale. Les drones attaquent régulièrement des sites à l'arrière du territoire russe, mais les autorités tentent de convaincre les citoyens qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. La situation la plus symbolique se trouve dans la région même de Moscou. Là-bas, les autorités locales ne se précipitent parfois même pas pour révéler les adresses des abris anti-bombes, expliquant cela par le désir d'éviter de provoquer la panique. En réalité, on propose aux Russes un modèle de sécurité pour le moins inhabituel. Ne pas informer sur la menace, ne pas indiquer où se trouvaient les abris, et si quelque chose arrive, ne s'en occuper qu'après les explosions. Et plus la guerre dure, plus tout ce système commence à ressembler non pas à une défense civile, mais à une tentative de cacher à tout prix à la population l'ampleur des problèmes qui se rapprochent de plus en plus de la Russie elle-même. En réalité, toutes ces explications reviennent au même. L'ampleur des frappes sur le territoire russe est désormais si grande que le silence des sirènes n'est plus une question de logistique. Désormais, il s'agit d'une question de survie politique pour un régime qui, pendant des années, a construit l'image d'une guerre censée ne pas toucher le citoyen russe ordinaire. Pendant ce temps, l'ancien et bien connu problème de la crise du carburant en Russie ne semble pas vouloir s'estomper. Tandis qu'au Kremlin, on continue de vanter la résilience de l'économie et de proclamer de nouvelles victoires sur les sanctions, la réalité ressemble de plus en plus à un mode de survie d'urgence. Après les frappes sur les raffineries de pétrole, les problèmes logistiques et la hausse des prix, la pénurie de carburant commence à atteindre même les endroits où il était encore récemment considéré comme une ressource garantie. La situation dans l'aviation légère russe est devenue particulièrement révélatrice. En raison de la hausse des prix et du manque d'essence d'aviation, certains opérateurs ont déjà commencé à expérimenter le ravitaillement des avions avec du carburant automobile ordinaire. Cela donne l'impression qu'un pays rêvant de nouvelles fusées supersoniques et de percées spatiales a soudain décidé de vérifier s'il est possible de voler avec ce qui reste après avoir fait le plein de la berline familiale. De plus, les acteurs russes du marché eux-mêmes mettent ouvertement en garde contre les risques. L'utilisation d'un carburant de moindre qualité peut entraîner des problèmes de moteur, une perte de poussée et d'autres mauvaises surprises en vol. Mais le choix devient de plus en plus restreint. Dans certaines régions, les ravitailleurs ont déjà cessé de remplir les réserves supplémentaires de carburant des avions, ne laissant que le strict minimum nécessaire pour le vol. En d'autres termes, la marge de sécurité disparaît progressivement, même là où elle était toujours considérée comme indispensable. Un autre signal tout aussi inquiétant est que la Russie commence déjà à parler sérieusement de la régulation étatique des prix du carburant d'aviation. Et ici apparaît un paradoxe bien connu de l'économie russe. Lorsque les fonctionnaires tentent de lutter contre la pénurie par des méthodes administratives, la pénurie s'aggrave souvent encore plus. Même les experts russes eux-mêmes préviennent « on peut fixer un beau prix bas sur le papier, mais cela n'augmentera pas la quantité de carburant disponible ». Tout cela compose un tableau plutôt désagréable pour le Kremlin.
Alors que des systèmes supplémentaires de défense anti-aérienne sont déployés autour de Moscou et que les autorités craignent d'activer les sirènes pendant les attaques, le problème du carburant continue de miner lentement l'économie de l'intérieur. Et si, il n'y a pas si longtemps, les conséquences de la guerre se mesuraient principalement par des explosions dans les raffineries et la hausse des prix à la pompe, elles touchent désormais de plus en plus souvent même les avions. Et cela ressemble déjà à un nouveau symptôme du fait que la guerre coûte à la Russie bien plus cher que ce que le Kremlin avait prévu au tout début. L'empire de Poutine s'enfonce de plus en plus dans une succession de crises. Et la question n'est plus de savoir si de nouveaux problèmes apparaissent, mais combien de ressources il restera encore pour éteindre tous ces incendies en même temps. Et vous, que pensez-vous des derniers événements? Nous attendons vos commentaires. La suite ne fera qu'empirer. Restez informés de l'essentiel et n'oubliez pas de liker. Que le ciel vous soit paisible.